Oh là là, avec le feu derrière, ça fait tellement kitsch, j'adore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2025 puisque c'est la première vidéo de l'année. J'en profite donc pour vous souhaiter tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour cette année. Et on attaque cette année, il y a beaucoup de cette année là. Mais donc on attaque 2025 sur ma chaîne avec une vidéo sur mon bilan lecture de l'année dernière. Je sais que j'avais dit que je sortirais une vidéo bilan et objectif, mais actuellement sur YouTube il y a beaucoup de vidéos bilan lecture qui sortent et je me dis que c'est le bon moment de la sortir, donc je la sors tout de suite. Cette année j'ai terminé 36 livres et je m'étais donné un objectif de 12 livres dans l'année, donc un par mois, et finalement j'ai pu faire 3 par mois, et franchement je pense que c'est ma plus grande fierté de l'année parce que j'ai redécouvert le goût à la lecture. Je pense qu'avant je lisais parce que j'aimais bien, mais je ne me passionnais pas pour ça. Et là cette année je me suis vraiment passionnée pour le fait de découvrir des romans, d'aimer des romans, d'affiner ce que j'aime. Et la lecture a vraiment pris une énorme part dans ma vie cette année et je ne me vois plus sortir de chez moi sans un livre et je ne me vois plus passer une journée sans lire quelques pages. Donc vraiment ça a été le dénominateur central de mon année. Et donc j'ai lu bien plus que de raisons. Et pour ce bilan lecture, j'ai décidé de faire les choses autrement par rapport aux autres années où je vais vous présenter l'intégralité des romans que j'ai lus. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire sous format de questions. Donc de me poser 20 questions sur mes lectures de 2024 et d'y répondre pour que vous puissiez voir à peu près ce que j'ai lu pendant l'année. Comme j'ai lu plus que 20 romans, il y aura dans la barre d'infos les romans que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo avec une phrase très rapide pour vous donner mon avis sur ce roman. Également, dans la barre d'infos, je vous mettrai les questions, comme ça si vous voulez copier-coller les questions pour y répondre en commentaire, moi ça me ferait hyper plaisir. Puis si d'autres youtubeurs lecture passent par là, ça peut arriver, et s'ils souhaitent reprendre ces questions pour faire une vidéo, je ne demande pas mieux. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai les questions sur mon ordinateur, d'habitude je le fais sur un bloc-notes, mais là je ne sais pas pourquoi mon stylo a décidé d'être en grève. J'ai écrit au stylo plume et mon stylo plume ne voulait plus fonctionner. Donc je vais commencer par la première question, ce qui est tout à fait logique comme phrase, mais je vais commencer par le premier livre lu de l'année, et c'est Le Testament français d'André Makin. Ce que je vais faire, c'est que je vous montre le livre comme ça, mais je vous laisserai l'image ici, comme ça si vous perdez un petit peu en cours de route, vous aurez toujours l'image du livre présente. Donc, Le Testament français d'André Makin, c'est le prix Goncourt, il me semble, 1994, et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un enfant en Russie qui a une grand-mère qui est très imprégnée de la culture française et qui part un peu dans sa quête d'identité. Est-ce qu'il est plus français? Est-ce qu'il est plus russe? Est-ce que... C'est vraiment un roman de découverte de soi. Honnêtement, il se passe rien. je vous le dis, c'est pas du tout un roman avec de l'action, il ne se passe pas grand chose, mais le style est extrêmement beau. C'est un roman qui est très coloré et qui est très cocon à lire. J'ai bien aimé, j'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé, et la fin est un petit peu étonnante puisqu'il y a un twist final. Honnêtement, je pense que ce roman repose totalement sur le style et non pas sur l'histoire. Je pense que l'histoire est en partie autobiographique d'ailleurs, je ne connais pas du tout la vie d'André Makin. En tout cas, une jolie découverte, je pense que je le relirai dans quelques années, puis le format du livre était sympa. On continue avec le dernier livre lu cette année, et c'est Les dieux ont soif d'Anatole France. C'est un livre que je voulais lire depuis longtemps puisque le titre me parlait, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup le titre. Et ça se passe à l'origine de la terreur, on va dire, donc ce qui a suivi la Révolution française, et on suit la vie de personnages fictifs qui rencontrent des personnages historiques, donc un Évariste Gamelin qui est un personnage fictif qui côtoie Marat, Danton, Robespierre, et qui vit à côté de ça une histoire d'amour avec une jeune fille qui s'appelle Élodie. Et on suit le parcours de cet Évariste Gamelin qui se revendique anti-royaliste et qui finit par travailler dans les personnes qui portent à l'échafaud les royalistes justement. C'est un roman un peu choral avec plusieurs personnages qui se croisent, qui ont des statuts différents, qui ont des niveaux de vie différents. C'est un roman qui est très intéressant d'un point de vue historique, mais surtout ce que j'ai trouvé remarquable dans ce roman, c'est le style. Le style est superbe, rien à dire, c'est un très joli roman à lire, c'est un régal pour les yeux, mais surtout les dialogues. Les dialogues, je les ai trouvés tous hyper percutants. Côté un petit peu politique évidemment à l'intérieur, mais surtout j'ai trouvé que les discussions
c'est le genre de discussion que j'adorerais avoir dans mon quotidien. Il est pas très long, il fait à peu près 220 pages, mais une très jolie découverte et je vous invite à la découvrir. Par ailleurs, si j'ai fait des erreurs d'histoire au début, je suis vraiment désolée, je suis pas du tout historienne et on peut pas dire que j'ai une science infuse de ce côté-là, donc ça m'arrivera de faire des erreurs. La question suivante, c'est le roman le plus épais et je l'ai en 2 tomes parce que c'était beaucoup plus facile à transporter pour moi, mais c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que j'ai lu pour l'occasion de la sortie du film, enfin je l'ai lu un petit peu avant la sortie du film pour me faire mon idée avant d'aller voir le film et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première partie du tome 1, j'ai adoré, honnêtement j'ai trouvé que c'était très beau, très fort, incroyable. La deuxième partie du tome 1, j'ai trouvé que c'était douloureux à lire, toute la partie en Italie, j'ai trouvé que c'était très douloureux à lire, et la fin du tome 1, ça remonte un petit peu, mais j'ai surtout dévoré le tome 2 qui raconte la vengeance du comte de Monte Cristo. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, mais je pense que vous la connaissez déjà, c'est Edmond Dantès qui est condamné à finir ses jours au château d'If à la suite d'un complot un peu crapuleux, et quand il sort du château d'If, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est de se venger, et donc on suit l'histoire de sa vengeance. Le tome 2 est nettement plus intéressant que le tome 1, mais j'ai quand même trouvé que c'était un très grand roman. Voilà, c'est un vrai roman d'aventure, il y a de tout, il y a de la politique, il y a de l'amour, il y a de la finance, il y a de la religion, il y a vraiment de tout et c'est passionnant. Le film est sorti et je suis allée voir le film après avoir fini le livre et honnêtement, bon, le film est bien, hein, techniquement il n'y a rien à dire. Je pense que les personnes qui ont lu Le Comte de Monte Cristo pourront en témoigner, vous n'avez absolument pas la même histoire. Si vous avez vu le film, vous n'avez pas vu l'histoire d'Alexandre Dumas, c'est ce que je veux dire. Le roman d'Alexandre Dumas, je l'ai trouvé beaucoup plus fort en termes de positionnement et beaucoup plus stressant sur certains aspects, notamment la vengeance va tellement loin que ça fait presque peur à certains moments. J'ai trouvé également que dans le film, ça manquait vraiment de subtilité et qu'on voulait nous montrer absolument tout et que c'était pas forcément nécessaire. Et pour vous donner des idées de différence entre le livre et le roman, Albert de Morcerf ne croise Haydée qu'une seule fois. Il n'y a pas du tout d'histoire d'amour entre les deux. Vous avez des lignes comme ça qui ne sont pas du tout respectées dans le film. C'est un parti pris, je le respecte, mais j'ai trouvé le parti pris du roman vraiment plus fort. Et par opposition au roman le plus épais, je vais vous parler du roman le plus petit, tellement petit qu'il a failli m'échapper des doigts. C'est Bartleby d'Herman Melville, je l'ai en collection 1001 nuits, donc vous voyez il est vraiment petit hein, par rapport à ma main minuscule, je crois qu'il fait 70 pages. D'ailleurs le Comte de Monte Cristo, je vous ai pas dit, mais il est aux alentours de 1500 selon les éditions. Donc ici il fait 67 pages. Très très court. Herman Melville, c'est celui qui a écrit Moby Dick, si vous voulez vous situer un petit peu dans la temporalité, donc c'est un écrivain américain de la moitié du 19e. Pour l'histoire, on suit l'histoire d'un scribe dans une entreprise qui décide de se rebeller entre guillemets contre son patron en lui répondant je n'aimerais mieux pas quand son patron lui dit de faire une tâche. Donc c'est un peu sur la désobéissance et sur tout ça. J'ai pas adoré, je vous le dis, honnêtement, je l'ai fini et je me suis dit bon, tout ça pour ça, j'ai pas trouvé que c'était très pertinent. Il y a des moments un petit peu absurdes et un peu qui font sourire. Peut-être que le message derrière ne m'a pas parlé, mais je n'ai pas trouvé le style remarquable et je n'ai pas trouvé l'intérêt. Voilà, je suis contente de l'avoir lu, mais je peux pas dire que j'ai adoré. Le roman le plus addictif, c'est un des derniers romans que j'ai lu cette année, c'est Trust d'Hernan Diaz qui a gagné le prix Pulitzer de 2023. C'est un roman, je pourrais pas tellement vous raconter l'histoire parce qu'il n'y a pas tellement d'histoire. C'est davantage basé sur la construction du récit, mais ça se passe à la fin des années 20, début des années 30 aux États-Unis, à New York, et on suit la vie d'un couple. En gros, ce que je peux vous dire, c'est un peu plus que ça et un peu moins que ça, et c'est passionnant. Il est construit d'une manière très particulière et en gros, vous êtes pris dans un jeu de pistes pendant tout le livre et vous avez le dénouement qui vous apporte les réponses aux questions que vous auriez pu vous poser pendant la lecture du livre, mais j'ai trouvé que c'était excellemment construit et dénouement hyper intelligent. Moi j'ai trouvé que c'était un roman presque féministe, j'ai beaucoup aimé et surtout une fois que je l'avais commencé c'était très difficile de m'en sortir. Il fait à peu près 450 pages et j'ai lu les 450 pages en quelques heures.
Donc un très bon roman si vous souhaitez vous remettre à la lecture et que vous avez besoin de quelque chose de prenant. Ce n'est pas du tout un thriller, c'est pas du tout un policier, mais on est vraiment happé. Enfin moi en tout cas j'ai été vraiment happée par ce roman-là, donc je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez une lecture addictive. Et à l'inverse de la lecture addictive, j'ai le roman abandonné. Et alors moi le roman abandonné, c'est Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Oh là là, j'ai trouvé ça rasoir. Honnêtement, il fait 200 pages. Je crois même pas qu'il fait 200 pages. Ouais, c'est ça. Il fait 220 pages. Vous voyez, j'en ai lu la moitié. C'est pas passé. C'est pas passé du tout. Je sais que c'est un roman important parce que ça se passe dans les goulags russes et en URSS. Alors moi, je me suis ennuyée. Je me suis vraiment ennuyée et en plus de ça, le style est extrêmement particulier puisque c'est un style qui est parlé. Là, c'est une traduction parce que je ne parle pas russe. Et je pense que la traduction est fidèle, honnêtement, mais quel enfer! Il y a des fautes de français à toutes les pages et je pense vraiment que c'est voulu, mais il y a des fautes de français à toutes les pages et puis c'est ennuyeux, même la pluie est moins ennuyeuse que ça, honnêtement. Hein, moi je me suis ennuyée à la lecture de ce roman-là. C'est peut-être un roman important sur le travail de mémoire et compagnie, mais non, sur moi ça n'a pas pris du tout. Ouais, je vous dis c'est rasoir. Le type passe 100 pages à vous dire qu'il a froid. Bah... J'ai pas envie de dire super parce que c'est malheureux ce qui t'arrive, mais... non, moi vraiment c'est pas du tout passé, j'ai pas ressenti l'effet coup de poing que ça voulait avoir certainement, je me suis ennuyée. On passe au roman le plus ancien et je pense que c'est La religieuse de Diderot de mon côté. Je ne pense pas trop me tromper en disant que c'est sorti à la fin du 18e. Honnêtement, je pense que c'est le plus ancien que j'ai lu. Une jeune fille qui est abandonnée par sa mère dans un couvent parce on a découvert que cette jeune fille était une enfant illégitime, donc elle est abandonnée par sa mère dans un couvent. Elle va vivre des atrocités dans ce couvent et elle va changer de couvent et vivre d'autres atrocités dans cet autre couvent. C'est un roman qui est atroce. Honnêtement, c'est d'une violence mais intersidérale. C'est un peu sur le repenti de cette femme également. C'est douloureux à lire, c'est douloureux. Mais c'est extrêmement bien écrit également. Mais je me suis un peu ennuyée également. Je trouvais que c'était très redondant, que ça tournait en boucle. Il y avait certaines pages où je me disais c'est hyper intéressant, mais je dois bien admettre que la moitié du roman, je m'en serais bien passée. Mais c'est extrêmement choquant. Ça, je pense qu'à l'époque, ça devait être très douloureux de lire ce genre de choses, puisque c'est une critique qui est quand même hyper ouverte de l'institution catholique. Je parle pas de religion, je parle d'institution. C'est hardcore, il y a des scènes d'harcèlement, d'humiliation, c'est très douloureux à lire. Globalement, je me suis quand même ennuyée. J'ai d'autres livres de Diderot dans ma bibliothèque que j'aimerais lire parce que j'ai aimé le style et que je pense que les autres livres sont intéressants. Mais je garde l'objet puisque je le trouve très beau. Je trouve la couverture très jolie. Et le roman le plus récent, alors j'ai hésité parce que je me suis demandé si c'était pas Trust le plus récent, mais pour en prendre un autre à mon avis qui est sorti un petit peu au même moment, ce serait Personne ne meurt à Longyearbyen de Morgan Hodik. C'est un policier qui fait 400 pages je pense. Ça se passe dans la ville la plus au nord du monde je crois, et il y a 2 meurtres qui sont commis, une fille qui est dévorée par un ours blanc et une fille qui se serait jetée d'un pont dans un port. D'apparence, ces 2 morts n'ont rien en commun et on va découvrir qu'il y a quelque chose en commun. Honnêtement, j'ai pas adoré, je trouvais que c'était quand même très standard. C'est toujours pareil, voilà, je vous le disais une fois, que je trouve que c'était toujours pareil, les romans comme ça. La policière qui est... comment on dit ça, téméraire, qui a travaillé pour ça, qui a un sacré caractère, voilà, en comparaison avec le journaliste à côté qui est un homme beaucoup plus posé. Honnêtement, je trouve que c'est toujours pareil et ça n'a pas pris sur moi, et en plus de ça, j'ai trouvé le dénouement de l'enquête pas fou. Honnêtement, j'ai pas été ni absorbée ni intéressée. Je sais qu'il en a écrit un autre qui se passe à Tchernobyl, qui est peut-être plus intéressant, mais en tout cas celui-ci, j'ai déploré vraiment le manque d'origine. Alors, pas du sujet, parce que le sujet est quand même assez original. C'est un peu une fable écologique et politique, mais les personnages, honnêtement, enfin, je pense qu'on peut faire mieux en termes de lecture policière que ce genre de lecture là. Je continue avec le livre qui m'a fait pleurer. Alors je l'ai prêté, donc je vous le mets ici. C'est 100 millions d'années à jour de Jean-Baptiste Andréa, je vous en ai déjà parlé. C'est l'histoire d'un paléontologue qui
qui a l'impression d'avoir pas accompli grand chose dans sa vie, qui part à la quête d'un squelette de dinosaure sans avoir la certitude que ce squelette existe, donc il part dans un glacier avec 3 personnes, je crois qu'elles sont 3 en plus de lui, qui l'accompagnent pour partir à la recherche de ce squelette. C'est un très beau roman d'amitié, de rédemption, de solitude aussi, de message d'espoir. De toute façon, Jean-Baptiste Andréa, je trouve qu'il aborde toujours les mêmes sujets, l'enfance, l'idéalisation, l'accomplissement des rêves. C'est toujours un peu pareil, mais je trouve que c'est plutôt bien écrit, même si parfois il part un peu dans des envolées lyriques pas très utiles, mais il y a quelque chose de très poétique et de très féerique. Et en plus, je trouve que la force de Jean-Baptiste Andréa, c'est de savoir créer des personnages complexes, atypique et intéressant, et j'ai beaucoup pleuré à la fin de ce roman. J'ai trouvé ça très émouvant, je vous dirai pas pourquoi, mais je vous invite à le lire. En plus, je pense que c'est un livre qui se lit en 2 heures. Pareil, si vous souhaitez lire un roman qui vous provoque des sensations et que vous n'avez pas trop le temps de lire et vous souhaitiez vous mettre à la lecture, ce roman-là, à mon avis, il est tout à fait, comment on dit ça? Je trouve plus le mot. Il est tout à fait pertinent, c'est pas le mot que je cherche, mais en tout cas c'est pertinent. Le sujet suivant, c'est mon opinion impopulaire de l'année, donc en gros le roman que tout le monde a aimé sauf moi, ou le roman que tout le monde a détesté sauf moi, c'est Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Il y en a eu beaucoup cette année, que je n'ai pas aimé, mais que tout le monde a adoré, mais Les Nuits Blanches de Dosto, j'ai trouvé que c'était nul. Je suis désolée pour les fans de Dostoïevski, mais honnêtement, ça n'a pas pris du tout sur moi. Alors moi je l'ai lu parce que j'ai vu une interview d'Anna Maria Bartolomei, qui est l'actrice d'Haydée dans Le Comte de Monte Cristo, comme quoi tout se regroupe, qui disait que c'était le roman qu'elle aurait souhaité avoir écrit. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air d'être une histoire d'amour, pourquoi pas? Non, ah non, non, honnêtement, soit je suis passée complètement à côté, ce qui est possible, soit j'ai trouvé que c'était creux, honnêtement. L'histoire, c'est un type, donc je pense que c'est Dostoïevski qui s'est un petit peu personnifié, enfin qui s'est un petit peu imaginé dans le personnage. Donc c'est l'histoire d'un homme qui traîne la nuit dans Saint-Pétersbourg et qui voit une femme en pleurs, tombe amoureux d'elle au premier regard, et les 2 personnes vont se raconter leur vie. Donc au début on va suivre la vie de cet homme, puis après on va suivre la vie de cette femme, et je les ai trouvés tout bonnement odieux. L'un comme l'autre. Ils ont été odieux, ils ne savent pas échanger, ils ne savent pas discuter, ils se coupent constamment la parole. Quand il y en a un qui pose une question, l'autre lui répond « Ne pose pas de questions, tu es en train de me couper la parole. Attends, je te laisse raconter mon histoire pendant à peu près 5 heures encore, et à la fin, tu ne me poseras pas de questions puisque nous sommes dans 2 monologues opposés, non pas dans une discussion. » Ah non, vraiment, j'ai trouvé que c'était, en termes de rapport humain, mais chaotique. J'ai trouvé que c'était pas intelligent, j'ai trouvé que c'était pas hyper bien écrit non plus, j'ai trouvé ça long, alors que c'est 90 pages, mais j'ai trouvé ça long. Non, vraiment, les personnages sont odieux. Alors, quand j'entends Dostoïevski hyper poussé dans la psychologie humaine, moi j'ai pas trouvé avec ce roman-là. Alors peut-être que j'ai fait une entrée en matière très mauvaise avec Dostoïevski et ce roman, enfin, mais non, sur moi ça n'a pas pris du tout. Et le seul truc que j'ai aimé, c'est la fin. La fin est hyper étonnante et elle a un côté ironique que j'ai bien aimé, un peu à la Maupassant. Non, le reste j'ai pas mordu. Et la dernière fois, je sais plus où, mais quelqu'un m'a dit que c'était un roman magnifique et qui m'a dit que c'était un homme qui gâche sa vie pour une femme. Mais je suis tellement pas d'accord avec ça, puisqu'à la fin, il se félicite d'avoir fait cette rencontre et d'avoir eu cette minute de béatitude, on va dire, avec elle. Alors qu'en fait, c'est pas des minutes de béatitude, mais c'est 5 heures de monologue qui ne servent à rien. Il est pas passé à côté, hein, honnêtement, mais j'ai trouvé que c'était... Non, vraiment, les rapports humains à l'intérieur, je les ai trouvés extrêmement mauvais. Je suis désolée pour ceux qui ont aimé, mais alors moi vraiment j'ai trouvé ça très très mauvais. Après j'ai eu plusieurs autres unpopular opinions, je pense à La Nuit des Temps de Barjavel, que j'ai trouvé ça très creux, et un autre que j'ai lu, Les Vaisseaux du Cœur de Benoît de Broult, j'ai pas aimé. Quand je l'ai fini, je me suis dit que j'avais passé un bon moment de lecture, et quand j'y ai repensé après, je me suis dit que, surtout, Benoît de Broult, je ne voulais absolument jamais la rencontrer. Alors c'est un peu tard, mais je l'ai trouvée hautaine, je l'ai trouvée méprisante, manquant cruellement de générosité de cœur. Je l'ai trouvée méprisante, ouais, j'ai pas du tout aimé son personnage, je l'ai trouvé très cruel vis-à-vis de Gauvin tout le long du roman. Il y a des descriptions où je me suis sentie très très mal à l'aise vis-à-vis de Gauvin, en me disant mais pourquoi tu continues à le voir si tu le détestes autant. Alors j'ai bien compris que oui, c'était juste pour
voilà. Mais non, honnêtement, moi j'ai trouvé qu'elle était, manquant cruellement de générosité de cœur. Et ça m'a un peu dérangée, même si les écrits féministes à l'intérieur, je les ai trouvés très pertinents, très intéressants, très aboutis et très assumés surtout. Elle est pas dans la justification, elle est vraiment dans le je pense comme ça, et ça m'est égal que vous pensiez autrement. Ça, j'ai trouvé que ce parti pris était très bien amené, mais j'aurais détesté avoir une femme comme ça dans mon entourage. Je continue avec le livre qui m'a donné envie de découvrir un auteur, c'est Thérèse Raquin de Zola. J'avais pas une super image de Zola, pour moi j'avais l'image de descriptions hyper longues, de romans un peu ennuyeux, décortiquage de la société. J'avais lu Au bonheur des dames en 4ème, mais ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Et Thérèse Raquin, j'ai carrément mordu. J'ai trouvé que c'était remarquablement construit, remarquablement écrit, même si on sent que c'est un des premiers romans de Zola, puisqu'il y a quelques manques de subtilité de ces deux-là. Mais j'ai trouvé que c'était un super roman et ça se lit comme un thriller psychologique. Il y a une montée en puissance de la violence et de la cruauté qui est incroyable. Ça, vraiment, ça m'a donné envie de redécouvrir Zola plutôt, et ça a vraiment mis un coup de poing dans mes a priori vis-à-vis de Zola, et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Je pense en lire beaucoup d'autres cette année, et d'ailleurs je regarde beaucoup de vidéos YouTube de lecture. J'ai l'impression que Zola plaît beaucoup. Il faut que je lise plus de Zola, en tout cas ce roman m'a convaincu de le faire. L'auteur que j'ai le plus lu cette année, alors il y a deux auteurs que j'ai plus lu, mais en réalité j'ai lu 2 livres à chaque fois. Il y en a un, je vais vous en parler à la fin, donc je vais pas vous en parler tout de suite, mais le deuxième c'est Jack London. J'ai lu L'Appel sauvage ou L'Appel de la forêt, ça dépend de l'année de parution du roman, et Martin Eden. J'ai adoré, les deux, j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré Martin Eden à L'Appel sauvage, mais excellent écrivain, c'est hyper beau en termes de style, c'est sur des propulsions dans des mondes qui ne nous concernent pas initialement, c'est très intéressant à lire, c'est passionnant, et c'est très émouvant également. Martin Eden, si vous ne l'avez pas lu, c'est l'histoire d'un jeune homme marin qui intègre une société bourgeoise un peu malgré lui, et qui décide de s'acclimater à cette société bourgeoise en acquérissant un savoir universel par la lecture. Et L'Appel de la forêt, c'est l'histoire d'un chien qui, et d'ailleurs c'est vu sous le prisme du chien, sans anthropomorphisme, c'est hyper intéressant. C'est le chien qui parle, mais le chien ne parle pas. Et donc, c'est le chien est enlevé de sa famille, et il devient un chien de traîneau, et au fur et à mesure, il devient un loup. C'est trop mignon. Enfin, c'est trop mignon. C'est hyper violent, mais c'est une très jolie histoire, et les fins sont toutes les deux en apothéose, avec quelque chose de merveilleux à l'intérieur. Donc, je vous recommande vraiment ces 2 romans passionnants. Je perds ma boucle d'oreille. Le roman suivant, c'est votre meilleure recommandation. Souvent sur Instagram, je vous demande des recommandations lecture, et vous m'en faites beaucoup. Je peux pas toutes les lire, et en plus de ça, il y en a certaines qui ne m'intéressent pas. Il y en a certaines, parfois, je me dis tiens, je vais me renseigner. Et là, cette année, il y a une abonnée, et coucou si elle passe par là, qui m'a conseillé Beach Music de Pat Conroy. Et j'avais jamais entendu parler de cet auteur, mais je ne sais pas, j'ai eu envie d'en savoir plus. Tout de suite, ça a fait j'ai envie de connaître. Et je vous en ai parlé, vous m'avez dit mais lis Le Prince des Marais, tu vas adorer. Donc j'ai lu Le Prince des Marais et j'ai adoré. C'est un excellent roman, c'est un très grand roman, j'ai adoré le style, j'ai adoré l'humour, j'ai adoré l'intelligence des personnages, j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé que c'était passionnant. Donc pour l'histoire, une famille de Caroline du Sud qui s'est un petit peu éclatée au fil du temps. Ça se passe au début des années... Enfin, ça se passe au début des années 80. Donc la famille s'est un petit peu éclatée au fil du temps, et on suit Tom Wingo qui va à New York parce que sa sœur a tenté de mettre fin à ses jours pour la 3e fois, et il faut qu'il sauve sa sœur. Et pour sauver sa sœur, il prend des rendez-vous avec la psychiatre de sa sœur et lui raconte sa vie. Et donc vous avez beaucoup de retours en arrière, puisque vous suivez donc la famille Wingo depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80, avec tout ce qu'ils ont traversé. Il y a quelque chose de très pudique et en même temps de très violent dans leur rapport. Il y a quelque chose de... on se doute qu'il y a eu des drames dans cette famille, mais je trouve que, à part sur une scène qui est particulièrement violente, quand je vous le dis, c'est violent, c'est vraiment... Moi j'ai posé le livre à un moment donné, je me suis dit j'y reviendrai plus tard. J'ai respiré un grand coup et je l'ai repris. Il y a une scène, faut avoir le cœur très accroché. Globalement, j'ai quand même trouvé que c'était très pudique et le style est magnifique.
Le style est remarquable, il y a toute une partie qui se passe au Vietnam. Je l'ai trouvée mais tellement bien écrite. Alors c'est un pavé, hein, il fait 1200 pages je crois. Mais on les sent absolument pas passer. Moi je l'ai lu en 10 jours à peu près. J'ai trouvé que les 700 premières pages étaient remarquables. Vraiment je me suis dit mais quel chef-d'œuvre. Pourquoi je suis passée à côté dans ma vie. Et j'ai trouvé que les 400 dernières ou 500 dernières, je ne sais plus, c'est pas que ça perdait de rythme. Pas du tout, mais c'est qu'il y a des retournements narratifs que j'ai pas trop aimés et j'ai trouvé aussi qu'il perdait un peu son fil, qu'on ne savait plus bien s'il racontait l'histoire de cette famille ou l'histoire des États-Unis au global ou l'histoire de la Caroline du Sud. J'étais un petit peu perdue dans ce qu'il voulait vraiment raconter. Je pense qu'il a écrit ce livre d'une traite et qu'à la fin il est parti dans des digressions sur des sujets qui lui tenaient à cœur, mais je reconnais que moi du coup ça m'a un petit peu perdue et j'ai trouvé la fin peut-être un petit peu rapide également. Un comble pour un roman de 1200 pages. Non, pour le style, mais j'ai adoré et j'ai très envie de lire d'autres romans de Pat Conroy. Merci de cette recommandation puisque j'ai trouvé que c'était remarquable. Le roman pour lequel j'ai bien fait de m'accrocher, c'est La Maison des Esprits d'Isabel Allende. C'est une saga familiale, j'adore les sagas familiales. C'est écrit par la nièce de Salvador Allende, c'est une écrivaine, si je ne dis pas de bêtises, chilienne. Attendez, j'ai un doute. Argentine ou chilienne? Chilienne, c'est bon. Donc c'est une écrivaine chilienne et elle a écrit donc cette saga qui est je pense très inspirée de sa vie à elle et de sa vie de famille. Ça s'inscrit dans le réalisme magique. Le réalisme magique c'est vous suivez des événements réels mais il y a une part, c'est pas fantastique, c'est magique. Il n'y a pas d'événements surnaturels mais il y a des petits détails comme ça qui sont un peu irréalistes. Par exemple, dans La Maison des Esprits, vous avez un personnage qui est clairvoyant et qui arrive à voir l'avenir. Ce genre de détails, vous avez de temps en temps des petits éléments comme ça qui s'ajoutent. Moi honnêtement ça ne me dérange pas du tout, au contraire je trouve que ça ajoute une part de merveilleux à la lecture. Il y a notamment un passage dans La Maison des Esprits que j'ai adoré avec des momies. J'ai trouvé que c'était hyper... C'était de la régalade à lire, vraiment ça m'a mis des petits trucs dans les yeux, genre j'adore. Je suis accrochée parce que quelques mois avant j'avais lu L'amour au temps du choléra de Gabriel García Márquez que j'avais pas trop aimé honnêtement, enfin j'en suis venue au fait que je n'avais pas trop aimé surtout, qui est un roman qui se lit, en fait vous n'avez pas de paragraphe, c'est dommage que je n'ai pas les livres avec moi parce que sinon je vous aurais montré, mais vous n'avez pas de paragraphe, les chapitres font 90 pages et vous lisez tout d'une traite et vous n'avez quasiment pas de dialogue, ce n'est que de la description et ce sont des romans qui font un peu plus de 500 pages, donc vraiment faut s'accrocher. Et quand j'ai commencé La Maison des Esprits, j'ai eu ce même truc de encore c'est reparti pour des chapitres interminables avec des pages qui n'en finissent pas, écrits en polysuite. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais quel enfer. Et en plus, il y a des ressorts dans l'amour, des ressorts narratifs qui sont dans L'amour au temps du choléra que j'ai trouvé infect et que j'ai retrouvé dans le début de La Maison des Esprits. Et puis j'avais trouvé le style de L'amour au temps du choléra hyper prétentieux et j'avais un peu ce truc de retrouver ça dans La Maison des Esprits, une similitude de style qui me parlait pas du tout. Et je me suis dit non allez, tu te forces, tu lis 200 pages, sachant qu'il en fait à peu près 650, tu lis 200 pages, et puis aussi au bout de 200 pages, ça te fait exactement le même effet que L'amour au temps du choléra, tu arrêtes. Et j'ai extrêmement bien fait de m'accrocher, parce que c'est La Maison des Esprits qui m'a permis de me dire que je n'avais pas aimé L'amour au temps du choléra, mais que j'aimais La Maison des Esprits parce que j'ai trouvé que c'était hyper bien construit. Et vous avez donc plusieurs générations, vous suivez 4 générations de femmes et vous suivez un homme en parallèle qui vit sur les 4 générations de femmes. Donc vous avez cette opposition de point de vue entre la troisième et la première personne, donc les femmes sont décrites à la troisième et l'homme est décrit à la première personne, puisque l'homme, enfin c'est le journal de l'homme qui retranscrit, et j'ai trouvé que la passation intergénérationnelle était remarquable, honnêtement. Le fait que les générations précédentes s'effacent pour laisser place à la nouvelle génération, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait, j'ai trouvé que le style était très beau. Il y a certaines phrases où je me suis dit ça c'est vraiment très bien écrit. La cheminée s'est arrêtée derrière, je le remets. Donc j'ai trouvé ça très bien écrit et j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante. J'ai déploré une longueur à la fin pendant justement juste après le coup d'état qui est décrit, qui s'apparente au coup d'état qu'il y a eu au Chili, sous Salvador Allende d'ailleurs. Mais j'ai trouvé que c'était très beau et la fin est très émouvante. J'ai trouvé la fin très très belle. Donc j'ai très bien fait de m'accrocher puisque j'ai beaucoup aimé cette lecture. Le roman à relire dans quelques années, j'en ai 2. J'en ai un avec moi et un que j'ai donné. Le premier, ce sont Les Vestiges du jour. Enfin, c'est
Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Je l'ai lu là récemment et j'ai adoré le style, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les situations, mais je dirais que globalement je me suis quand même ennuyée. J'ai pas réussi à me sentir passionnée par l'histoire, je me suis beaucoup mise en mode lecture rapide pour le finir, alors que j'y ai trouvé de super qualité. Je me dis que je l'ai peut-être pas lu au bon moment et qu'il faudrait que je le relise plus tard. Je le garde, mais je me suis peut-être trompée dans ma temporalité de lecture. Et le deuxième, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck, que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que, pareil, je pense que je ne l'ai pas lu au bon moment et j'avais du mal à m'accrocher au récit. Et en plus, l'alternance des chapitres n'est pas évidente puisque vous avez des chapitres de 3 pages et après vous êtes sur un chapitre de 90 pages et ainsi de suite. Et ce rapport, enfin cette construction un peu compliqué, mais je l'ai quand même trouvé passionnant, donc je me dis qu'il faudrait que je le relise dans quelques années après l'avoir un petit peu oublié pour redécouvrir le texte, parce que le texte est très très beau, l'histoire est très intéressante, les questions qui sont soulevées sont hyper actuelles, et je vous ai même pas raconté les histoires de Ishiguro et Les raisins de la colère. Donc les vestiges du jour, vous suivez les introspections d'un majordome qui part retrouver la femme qu'il a aimée toute sa vie et qui réfléchit à son travail, sa dignité, est-ce qu'il a eu les bons réflexes au bon moment. C'est très introspectif comme roman et il y a un côté un petit peu ironique dans ce livre. C'est un homme qui est vraiment passé à côté de sa vie par loyauté et surtout par dignité, c'est un mot qui revient très souvent dans le livre, par dignité vis-à-vis de son maître. C'est très introspectif encore une fois. Et pour Les raisins de la colère, vous suivez l'histoire d'une famille qui part d'Oklahoma pour s'installer en Californie dans le but de trouver du travail pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Je peux pas faire plus court. Le roman le plus original, c'est, je pense, Des fleurs pour Algernon, ou Des fleurs pour Algernon en français, de Daniel Keyes. C'est un roman de science-fiction un petit peu, où vous suivez un homme qui a 88 de QI, je crois, qui subit une opération, enfin qui se porte volontaire pour être cobaye pour une opération lui permettant de développer son intelligence. Donc il a cette opération et il devient de plus en plus intelligent à la suite de cette opération. C'est une opération qui a déjà été faite sur une souris au préalable. Attendez, je vais allumer la lumière parce que mes pauvres, vous ne voyez plus rien. Et là où c'est assez original, c'est que quand vous lisez le début du roman, c'est bourré de fautes d'orthographe puisque c'est sous forme de compte rendu. Donc plus vous lisez les comptes rendus, donc au fur et à mesure qu'il s'améliore dans son intelligence, il fait de moins en moins de fautes d'orthographe. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait une faute par mot, quoi. Si je vous montre le début du livre, rien que là, vous voyez comment il écrit compte rendu. Et vous suivez donc la vie de cet homme au fur et à mesure. Et j'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé. Je trouvais que parfois ça manque un petit peu de subtilité, mais j'ai bien aimé l'évolution de ce personnage et j'ai trouvé qu'il y avait des questions soulevées qui étaient quand même très intéressantes, donc je vous le recommande vivement. Pareil, c'est un roman qui se lit très facilement, donc si vous souhaitez découvrir un roman de science-fiction très abordable, je vous recommande vraiment Des fleurs pour Algernon. Le roman qui m'a fait voyager, c'est Graziella de Lamartine, je l'ai prêté également. Je crois que le narrateur n'a pas de nom. On suit la vie un peu rêvée de Lamartine avec son amour pour une fille qui se trouve à Procida. Procida, c'est une des îles que vous avez dans la baie de Naples. Pour le coup, j'y suis allée, et de lire toute cette partie sur Procida avec évidemment tout le côté très romantique que vous avez derrière avec la belle île, la fille bien habillée, bien jolie, il fait tout le temps beau, sauf qu'il y a une tempête, mais il fait tout le temps beau. Il y a un côté un peu onirique, j'ai trouvé, mais ça m'a fait redécouvrir Procida sous le soleil, donc oui, c'est le roman qui m'a fait le plus voyager cette année. Le style est très beau, c'est du Lamartine, donc c'est très poétique, parfois c'est un petit peu too much. Ça va, les trémolos de violon qui durent pendant 170 pages, c'est bon, mais c'est un joli roman et honnêtement, vous perdez pas votre temps à le lire, c'est une découverte pas mal du tout. Le roman que j'ai totalement oublié cette année, c'est Soi d'Alessandro Barrico. Je sais que c'est un classique pour beaucoup, mais alors honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était... voilà, un peu une unpopular opinion aussi. J'ai trouvé qu'une fois qu'on l'avait fini, on l'oubliait. Ça ne m'a fait littéralement ni chaud ni froid. J'ai eu un joli moment de lecture, j'ai trouvé que c'était joliment écrit, mais je l'ai oublié. C'est l'histoire d'un homme qui va chercher des vers à soie au Japon, et il raconte ses itinéraires entre... il est dans le sud de la France, je sais même plus, ou en Italie.
Mais il raconte ses itinéraires entre l'Europe et le Japon, et ce qu'il se passe au Japon, et ce qu'il se passe en France, avec sa femme, avec une femme dont il tombe amoureux au Japon. Mais ça m'a pas marqué plus que ça. J'ai trouvé que c'était presque trop... J'ai trouvé que c'était presque trop bien écrit, et finalement ça manquait un peu de fond. Sous prétexte que c'était bien écrit et poétique, le fond était pas tout à fait là. C'est un peu ce que j'ai déploré. Celui-ci, je le donne. Et enfin, le roman que j'ai préféré cette année, et ça, je pense que vous ne serez absolument pas surpris, c'est À l'Est d'Éden de Steinbeck. J'ai donc adoré. Voilà, c'est l'histoire, encore une fois, c'est une saga familiale. Vous suivez la famille Tarsk ou Trask, je sais plus, sur plusieurs générations, avec à chaque fois cette dualité entre le bien et le mal. Et c'est un roman qui est presque philosophique finalement, puisque ça traduit de est-ce que c'est notre patrimoine familial qui fait de nous ce que nous faisons, ou est-ce que ce sont nos choix et notre individualité? Et est-ce que nous naissons véritablement bons ou véritablement mauvais? Et ce roman traite un peu de cette dualité-là, et j'ai trouvé que c'était passionnant, voilà, passionnant, très bien écrit. De toute façon, moi j'adore Steinbeck, j'adore sa plume, il en fait pas trop, il a pas besoin d'envoler lyrique pour nous faire croire qu'il écrit bien. C'est fluide, c'est limpide, y a pas un mot de trop. J'ai adoré ce roman, j'ai trouvé les personnages hyper attachants. Il y a une partie un petit peu autobiographique puisqu'on retrouve la famille Steinbeck dans le roman. D'ailleurs, John Steinbeck fait un caméo dans l'écriture puisqu'il va mettre la table à un moment donné. Il y a un côté... oui, il y a quelque chose de très attendrissant vis-à-vis des personnages. Les personnages sont très complexes et très bien décrits, et leur vie est passionnante. J'ai adoré, voilà. J'ai l'impression que c'est un roman qui se cache un petit peu derrière Les Raisins de la Colère en termes de visibilité. Beaucoup de personnes ont lu Les Raisins de la Colère, mais un peu moins À l'Est d'Éden. Mais j'ai préféré À l'Est d'Éden. J'ai trouvé... D'abord, le sujet m'a peut-être plus parlé, mais je l'ai trouvé tellement bien écrit et tellement fort sur beaucoup de sujets. Pour moi, on est sur un vrai chef-d'œuvre de la littérature. Vraiment, Steinbeck, ça a été une grande révélation pour moi, et je ne me lasse pas du tout de lire ces romans, et je vous invite vraiment à les lire. Même si vous ne lisez pas beaucoup, honnêtement, ça se lit très facilement et c'est très intéressant. Et la dernière question, c'est le roman avec lequel je vais commencer 2025, et c'est Léon l'Africain d'Amin Maalouf, que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque, mais que je n'ai pas lu. Donc ce sera ce roman-ci, je l'ai d'ailleurs déjà commencé, j'en ai lu une 30aine de pages, donc vraiment pas grand-chose, mais j'ai hâte de le découvrir davantage. Pour l'instant, je trouve le style très beau, donc hâte d'en lire plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous souhaitez interagir avec celle-ci en commentaire, c'est avec grand plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt sur YouTube et à encore plus vite sur Instagram. Bye bye!